vous remercie déjà d'avoir accepté de participer à cette interview. Avec plaisir. Je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît. Quels sont vos noms, fonctions et votre parcours universitaire? Alors, je m'appelle Grégoire Hervé, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2010, diplômé de la promotion Vinci, donc 2007-2008. Là, j'ai un doute sur ça. Oui, je pense que c'est la bonne promo. Je ne sais pas si c'est 2006-2007, mais je crois oui, c'est ça, c'est 2007-2008. Donc avocat au barreau de Paris, principalement en droit du travail, et j'ai dû, par la force des choses, étendre mon activité aux droits d'entreprise d'une manière générale. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix d'intégrer le DPRT à Montpellier et quels sont à votre avis les points forts de ce diplôme? Alors, le choix du DPRT à Montpellier, c'est une question très intéressante. J'ai fait tout mon parcours à Montpellier. Ok. Depuis la première année, j'ai même fait le collège, le lycée à Montpellier. En première année de fac, j'ai dû, enfin, comme beaucoup d'étudiants, j'ai dû travailler. Et j'ai trouvé un emploi au sein de l'entreprise Lidl, à l'époque à D'accord. Lunel, les entrepôts Lidl. Et donc me voilà jeune juriste de première année au sein des entrepôts, confronté aux problématiques de grève, aux vraies problématiques du travail. En troisième année, pour la première fois de ma vie, j'arrive à mettre des concepts juridiques sur ce que j'avais vu dans le cadre de cette activité étudiante, grâce au professeur Antoine Metti d'ailleurs, qui m'a transmis cette passion du droit social, comme un certain nombre d'entre nous. Et donc c'est à partir de la troisième année où je me suis dit, j'ai vraiment l'intention d'intégrer une formation de Master 2 spécialisée en droit du travail. Après, tout simplement, je me suis renseigné sur quel type de master proposait les meilleurs débouchés. À l'époque, il y avait des classements. J'ai donc postulé notamment au DPRT à Montpellier, celui de Paris aussi, quelques autres, et j'ai été retenu à Montpellier. D'accord. Et donc le point fort pour vous de ce diplôme, c'est Son les réseau. stages, son réseau? Son réseau. D'accord. Son réseau, sa notoriété, également son sérieux dans sa formation, le fait qu'on soit formé davantage par des professionnels que par des universitaires, parce qu'il y a quand même un certain nombre de professionnels qui interviennent. C'est très concret, c'est très opérationnel. Ensuite, les stages qui vous sont proposés sont généralement tous très bien. Ça vous prépare bien pour la D'accord. suite. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel à la sortie du DPRT? Alors il est un petit peu surprenant en ce sens où à l'époque France Média m'avait dit, il faut savoir qu'en quatrième année je travaillais aux admissions, juste ici. Et France Média m'avait dit à l'époque, si vous voulez intégrer le DPRT, il va falloir présenter le précapa. Donc me voilà inscrit au précapa. J'avais aucune intention de faire avocat, aucune. Moi je voulais être directeur des ressources humaines ou travailler en tant que juriste d'entreprise. Je me présente au précapa, je l'ai. Donc du coup mes stages de DPRT deviennent des stages en cabinet d'avocat, mais je voulais pas faire l'école d'avocat à Montpellier. Je voulais la faire à Paris parce que je pensais qu'en tant que jeune collaborateur, j'avais plus de chances de trouver du travail à Paris qu'à Montpellier. Donc je me suis organisé avec l'école d'avocat du barreau de Paris pour faire en sorte que mon Master 2, mon DPRT, soit mon PPI, et s'intègre dans ma formation générale au barreau de Paris, ce qui a été accepté, ce qui est très bien passé. Donc dès la fin des cours en juin 2007 du DPRT, commençait avec le barreau de Paris la période de stage en alternance, et donc en juillet 2008, c'est ça, si je me plante dans les notes, juillet 2008, on commençait mon premier stage en alternance au sein du cabinet Latham & Watkins. Donc là, j'ai fait 6 mois en alternance. Il faut savoir que l'alternance, c'était à moitié stage, moitié école d'avocat. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Ensuite, en janvier 2009, j'intègre un cabinet qui n'existe plus aujourd'hui, le cabinet Nixon Peabody. Il faut savoir que janvier 2009, c'est la crise des subprimes. Donc, très indirectement, les cabinets d'avocats ont tous été très impactés par ça. Le cabinet Nixon Peabody qui venait de s'installer à Paris n'y a pas résisté. J'ai donc fait mon stage final au sein du cabinet Nixon Peabody jusqu'au mois de juin 2009, mais alors que normalement vous devez avoir une collaboration à l'issue de votre stage final, en tout cas c'est l'idée du stage final, le cabinet est fermé, donc je n'ai pas continué avec eux. Je ne parlais pas un mot d'anglais,
Donc je me suis dit, les cabinets qui m'intéressent ne recrutent pas, qu'est-ce que je peux faire? Je suis parti en Inde. Je suis parti pendant 6 mois en Inde. Plutôt que de rester sur Paris et à pas trop savoir quoi faire, en fait, j'ai été voyager, j'ai énormément voyagé en Inde, j'ai appris l'anglais là-bas. Et en revenant d'Inde, on est en janvier 2010, je me fais embaucher directement au sein du cabinet Fournon-Briens. Et donc il me donne ma chance pour ma première collaboration. Pendant 2 ans, je travaille avec eux. Mais vous savez, quand vous avez voyagé en Inde dans les conditions dans lesquelles j'ai travaillé, vous n'êtes pas forcément fait pour tout de suite travailler dans un beau bureau du 9e arrondissement de Paris. Donc j'ai craqué, j'ai démissionné et je suis parti faire le tour du monde. Donc pendant 1 an, quasiment toute l'année 2013, j'ai fait un immense voyage autour du monde, un peu partout d'ailleurs, vraiment. Je suis rentré à Paris en octobre ou novembre de cette année-là, donc 2013. Je me suis fait embaucher directement dans le cabinet américain Della Piper, en droit social. Ça m'a pas énormément plu. L'activité était très portée corporate, support corporate, donc ça ne m'intéressait pas tellement. Et j'avais une amie au sein du cabinet Eversheds qui me disait qu'il recrutait quelqu'un pour structurer le contentieux. Parce que moi j'ai toujours aimé le contentieux, c'est vraiment ce qui m'intéressait quand j'ai commencé. Et donc, mi-2014, au mois de mai je crois, mai 2014, je démissionne de Della Piper pour rejoindre le cabinet Eversheds. Là je vais rester avec eux jusqu'en décembre 2016, donc 2 ans et demi. Et pendant ces 2 ans et demi, je vais travailler avec la senior de l'époque à structurer en fait, le département, vraiment la pratique contentieuse du département social. C'est là où j'ai principalement fait mon expérience, en tout cas de la pratique du métier tel que je l'ai aujourd'hui. Et à la fin de l'année, enfin au cours du 2e semestre 2016, je ne vais pas dire l'âge avançant, mais en tout cas, j'avais une bonne vision du métier et je me suis dit que c'était le moment pour relancer ma structure. Parce que je voulais aussi, je trouvais que ce métier était vraiment fabuleux, mais j'avais une envie de le faire d'une certaine manière et qui n'est pas forcément compatible avec ce qui se passe dans les cabinets type Eversheds, dans les belles structures qui ont leur mode de fonctionnement. Mais quand vous aspirez à autre chose, c'est pas forcément la meilleure façon. Donc, j'ai créé ma structure en janvier 2017, que j'ai appelé bêtement Hervé Avocat, tout simplement. Je me suis spécialisé en droit du travail et n'étant pas une personne très de réseau, j'ai développé ma clientèle d'abord salariée, ce qui est un petit peu différent de l'état d'esprit général du TPRT, mais j'ai vraiment fait que du salarié au début. Je me suis beaucoup développé parce que j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai développé un site internet, un petit peu de vulgarisation du droit, enfin je me suis fait connaître comme ça. J'ai bien développé mon activité pendant toute l'année 2017. J'ai commencé à travailler aussi un petit peu du côté employeur, certaines boîtes sont venues me chercher aussi. À la fin de l'année 2017, j'ai embauché une collaboratrice, donc parce que ça prenait vraiment bien. Cette collaboratrice qui est toujours là aujourd'hui, donc pour l'instant on est 2. Cette année, en 2018, le cabinet s'est encore mieux développé. J'ai de nouveau des entreprises qui sont venues me solliciter. Et ce qui a été intéressant, c'est que les entreprises ne me sollicitaient plus uniquement sur le social, mais finalement sur un certain nombre de problématiques. Alors, principalement en droit des affaires, dit corporate pur, ou droit commercial, mais également beaucoup en droit des étrangers. Beaucoup de demandes de régularisation de visa de leurs salariés, de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est des choses qu'on n'apprend pas, finalement, ici. Heureusement, ma collaboratrice avait travaillé là-dedans, donc on a pu répondre à la demande. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ma structure, elle intervient, on va dire, aux côtés de l'entreprise, mais on n'est pas uniquement sur le droit de l'entreprise pur. On fait beaucoup de droit administratif aussi, beaucoup de droit des étrangers, ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et comme ça se développe bien, je vais recruter un autre ou une autre collaboratrice, là, c'est en projet, en janvier. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour nos futurs diplômés du DPRT?
sur les qualités requises pour un poste tel que le vôtre, sur les principales difficultés par exemple, ou vos sources de satisfaction et aussi de déception dans le métier d'avocat. C'est beaucoup de choses. Alors déjà la satisfaction, c'est quand même le plus intéressant. Le métier d'avocat, ça dépend si vous le faites pour quelqu'un ou pour vous. Quand vous le faites pour quelqu'un, j'ai énormément de respect pour tous les collaborateurs et c'est comme ça qu'on se forme. Mais à mon sens, c'est pas la finalité du métier. On est vraiment heureux et épanoui qu'à partir du moment où on a la propre responsabilité de nos actes, notre responsabilité à l'égard de nos clients et notre responsabilité financière. C'est-à-dire c'est à nous d'aller chercher nos clients. Depuis que c'est ça pour moi, j'aime vraiment mon métier depuis ça, depuis que je me suis installé. Je ne sais pas si j'aimais ça avant. Pour moi, la satisfaction, voilà, elle est vraiment dans... Je développe une structure, c'est ma petite entreprise. Maintenant, j'ai une bouche à nourrir. Quand je parle de ma collaboratrice, j'en ai probablement une deuxième bientôt à venir. Ça, c'est satisfaisant. Parce que vous créez quelque chose, vous développez quelque chose, vous êtes vraiment... vous créez votre entreprise. Et puis, vous êtes avocat, c'est tout un prestige qui est attaché autour de ça. Personnellement, c'est vraiment satisfaisant. Après, c'est extrêmement compliqué comme métier. Vraiment. Et je ne vous parle pas du droit, parce que le droit, ça l'est, mais tout ce qu'il y a autour, ça nécessite une rigueur que je n'avais pas, qu'on m'a imposée dans les cabinets dans lesquels j'ai travaillé, et que je remercie d'ailleurs, parce que c'est à coup de bâton, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas faire ce métier sans une vraie rigueur. Vous devez être rigoureux dans vos délais, dans vos arguments, dans tout. Vraiment, je crois que c'est la principale difficulté à transmettre quand on commence à travailler avec quelqu'un d'autre, un stagiaire ou un collaborateur plus jeune. La rigueur, c'est dur à transmettre. C'est vraiment. C'est un métier donc, qui est extrêmement compliqué. C'est un métier qui vous en demande beaucoup. Tant personnellement que professionnellement. Bon, professionnellement parce que vous devez être alerte sur tout. Personnellement, parce que quand vous avez un client en droit du travail qui soit risque son entreprise à cause d'un prud'homme, soit vient de perdre son emploi, vous êtes confronté à l'humain. L'humain ne s'arrête pas aux portes de votre cabinet. Il a votre portable. L'humain, ça peut être une crise d'angoisse un dimanche soir. Ça arrive tout le temps. Et vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais ça vous rappelle toujours que votre mission, ça vous rappelle toujours que vous devez faire quelque chose. Vous êtes maintenu d'une certaine façon toujours en stress. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à gérer. Après, les sources de déception, si elles sont professionnelles, c'est à chaque fois que vous perdez un dossier. Bien sûr, oui, parce que vous êtes battu, parce que vous pensez avoir été le meilleur, mais en fait non, vous avez été battu. C'est quand un client vous quitte, quand un client ne vous fait plus confiance, quand vous avez loupé quelque chose. Ça oui, effectivement. Quand finalement, vous avez l'impression que tout ce que vous gagnez part soit aux URSSAF, soit à la CIS, soit aux impôts, soit... Ça, c'est des sources de déception, mais qui sont assez infimes par rapport à la satisfaction que vous pouvez en retirer. Après, quel conseil je pourrais redonner je ne sais pas si je suis qui que ce soit pour donner des conseils, mais je dirais faire du sport. Avoir vraiment un moyen de se vider la tête. Avoir un moyen... vraiment, ça vous pouvez couper ça après, mais c'est hyper important. La balance vie privée, vie pro. Je me ferai insulter si vous m'entendez dire ça. Mais, parce que c'est pour ça que je suis parti des cabinets. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas. En tant qu'être humain, vous dédiez corps et âme à votre emploi. Donc il vous faut un exutoire. Moi je fais de la boxe. Je fais de la boxe 5 fois par semaine. C'est-à-dire que tous les jours, moi mon cabinet, je suis au bureau à 7h le matin, mais à 17h je suis parti. Et à 17h30 je suis sur les rings. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que je fais ma balance. Et ce qui me permet ensuite d'avoir une vie de famille, d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir une vie équilibrée. Parce que la grosse difficulté dans ce métier, surtout quand on rentre dans les cabinets d'affaires, c'est vraiment de garder un semblant de vie privée. Même pas un semblant, une vraie vie privée. C'est faire du sport, s'obliger à garder ses amis, continuer d'avoir ses amis, de sortir des choses comme ça. Ça peut paraître bête, mais la vie dans certains cabinets, c'est vous êtes là à 9h, vous partez à 4h du matin, et du lundi au dimanche. Ça existe, c'est pas des légendes, ça existe. Donc, ok, vous êtes bien payé.
mais l'argent vous en trouvez ailleurs, une santé je sais pas. Voilà, faire du sport et surtout vraiment être rigoureux en toutes circonstances. D'accord, merci. J'ai une petite question personnelle pour vous. Bah, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. En fait, je voulais savoir vraiment comment vous arriviez à concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle, mais ça, vous avez quand même répondu à la question. Alors j'ai répondu, mais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus facile pour moi parce que Oui. je suis mon propre patron. Quand on est collaborateur, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment avoir soit une vraie force de caractère et imposer cette balance. Je vous cache pas, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais fait une grande carrière dans les cabinets américains. C'est vrai, parce que je pouvais pas. C'est un choix aussi. C'est un choix. Personnel. C'est un choix personnel. C'est un choix en plus qui est compliqué parce que vous voulez bien faire. Oui, vous avez votre conscience professionnelle. Vous avez votre conscience professionnelle, mais vraiment c'est un vrai combat. D'accord. Bah, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Alors moi je voudrais conclure, je m'insimis dans la conversation. Vous êtes adhérent de l'association. Voilà quelques mots pour dire à quel point on a besoin de tout le monde. Si vous pouviez dire quelques mots et inciter peut-être ceux qui ne sont pas encore adhérents à venir nous rejoindre. Alors oui, effectivement, ouais, je suis adhérent à cette association parce que il y a vraiment une valeur que je partage, c'est la formation professionnelle. La formation théorique, on l'a. On a fait 4 ans de fac, dont 3 ans, dont la 3e année en droit du travail. La 4e année, on a fait du droit du travail aussi. Enfin, la formation théorique, on l'a. On est juriste, on sait chercher, on sait faire. Par contre, le pratique, une fois qu'on est devant le contrat à relire ou à rédiger, une fois qu'on rentre comme je vous expliquais tout à l'heure, un conseil de prud'homme, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a beau tout savoir, on comprend qu'on ne sait rien du tout. Et justement, l'orientation que donne ce master en étant très professionnel, en mettant en avant des professionnels, en faisant intervenir des professionnels du droit, qui soient avocats, DRH, j'ai vu inspecteur du travail et tout ça, ça ne vous apporte pas des connaissances théoriques. C'est fini ça. Non, par contre, ça vous explique ce qui se passe. Le jour où vous serez confronté à ça, vous aurez déjà cette connaissance. Et cette façon de faire, qui est portée par l'association, justement, moi j'y crois à 200%, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai rejoint, tout simplement, et c'est pour ça que je ne peux qu'inviter que tous les anciens du DPRT à faire de même, parce que c'est comme ça qu'on forme c'est comme ça qu'on forme nos futurs collègues, nos futurs collaborateurs, ok, nos futurs adversaires, mais enfin, ça reste une formation de famille, finalement. On est toujours heureux, qu'on soit adversaire ou pas, de se dire qu'on a fait le DPRT, qu'on était de telle ou telle promo, qu'on a connu un tel ou un tel. Toujours. Donc ça participe aussi à la création d'une vraie famille. Donc voilà, je ne peux qu'inciter tout le monde à nous rejoindre. D'accord, merci beaucoup.